Ce programme vous est offert par Orange. Les députés de la majorité présidentielle ont déposé ce lundi une pétition à la Cour constitutionnelle demandant l'interprétation de l'article 70 de la Constitution qui stipule en son alinéa 2 qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Matata Pogno totalise ce 18 avril 4 ans à la tête du gouvernement de la RDC investi par l'Assemblée nationale. Le 9 mai 2012, le Premier ministre s'est donné 3 objectifs majeurs dans le cadre d'un programme socio-économique du gouvernement. La poursuite des réformes économiques initiées pour la plupart depuis 2010, la relance économique et la restauration de l'autorité de l'État. À l'UNPC, la commission de discipline et d'éthique professionnelle a tranché dans l'affaire qui a opposé un groupe de journalistes contre Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC, l'accusant notamment d'usurpation du pouvoir. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Télé 50, faute d'éléments de preuve, le tribunal de paix des journalistes a décidé d'acquitter Jean-Marie Kassamba. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec les députés membres de la majorité présidentielle qui ont déposé ce lundi une pétition à la Cour constitutionnelle demandant l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Les signataires visent l'obtention de l'interprétation exacte de cette disposition constitutionnelle qui stipule en son alinéa 2 à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Crispin Chibasso. Devant la confusion provoquée par quelques politiques de l'opposition sur l'article 70 de la Constitution qui stipule à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu et dans le but d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale, les députés nationaux de la majorité présidentielle se sont rendus ce lundi à la Cour constitutionnelle pour déposer une pétition pour l'interprétation de l'article 70. Nous, députés nationaux, sollicitons l'interprétation des articles 103, 105 et 70 de notre Constitution concernant une certaine polémique qui cherche à s'installer sur le fond de la fin des mandats des élus des institutions. Nous sommes élus au suffrage universel direct, mais notre mandat prend fin à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale élue. La démarche poursuivie par les élus de la majorité présidentielle reste dans la légalité. La pétition déposée a été signée par plus de 300 députés nationaux. Il n'y a personne qui est habilité à interpréter la Constitution. Vous pouvez être savant, vous pouvez être maçon, charpentier, ingénieur, physicien. Les personnes habilitées à interpréter la Constitution, ce sont les hauts juges de la Cour constitutionnelle. Parce que les débats semblent... C'est pourquoi nous avons dit que pour éviter les polémiques, les distractions, les candidatons, nous disons on va voir l'institution compétente pour interpréter un article de la Constitution. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, il faudrait plus d'un milliard de dollars américains pour l'organisation des élections, alors que des problèmes logistiques et budgétaires pourraient l'empêcher de tenir les élections dans les délais. La démarche préventive de la majorité parlementaire a comme objectif dissiper tout malentendu sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. De longue date, l'agenda du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, prévoit pour bientôt un voyage officiel à Paris et à Washington, renseigne une source gouvernementale dans une note parvenue ce lundi à notre rédaction et que nous vous livrons in extenso.
L'objectif essentiel de ce déplacement diplomatique en réponse à l'invitation adressée au chef de l'État par l'entremise de Mme Ségolène Royal, ministre française de l'Environnement, et la signature des accords issus de la COP21 qu'elle préside sur le changement climatique. Certains agitateurs voudraient voir dans ce voyage une convocation qui serait adressée au chef de l'État congolais pour aller se faire cérémonier et recevoir de deux capitales des injonctions quant au respect de la Constitution et au délai dit constitutionnel pour l'organisation de l'élection présidentielle. À les entendre, un catalogue de questions confectionnées par les fonctionnaires français et américains auxquels, tel un étudiant devant ses examinateurs, le président congolais devra répondre ou serait même déjà élaboré. Cette interprétation faite par ceux-là même qui ont l'habitude de prendre leur désir pour de réalité n'étonne pas outre mesure dans la mesure où, à l'instar de leur situation individuelle armée à la volonté de leur maître, à penser étranger, ils voudraient aussi enchaîner le destin de notre pays, la République démocratique du Congo. Pourtant, la période de voyage au-delà des tropiques pour négocier les conditions d'accès ou de maintien au pouvoir est révolue. Le peuple congolais qui a cessé d'être dupe sait quant à lui, le chef de l'État est simplement dans l'exercice de ses fonctions conformément aux prérogatives lui reconnues par la Constitution. Il voyage pour représenter et engager le pays et défendre les intérêts de la nation. La seule instance devant laquelle le président Kabila est tenu de répondre est le peuple congolais, auquel il est occupé à assurer la paix et un devenir meilleur sur le fond d'approfondissement de la démocratie. Autre titre d'actualité nommé le 18 avril 2012, Matata Ponyo totalise aujourd'hui 4 ans à la tête du gouvernement de la RDC investi par l'Assemblée nationale le 9 mai 2012. Le Premier ministre Matata s'est donné 3 objectifs majeurs dans le cadre d'un programme socio-économique du gouvernement. La poursuite des réformes économiques initiées pour la plupart depuis 2010, la relance économique et la restauration de l'autorité de l'État. Après ces 4 ans de fonction, les observateurs affirment que le Premier ministre a démontré non seulement son engagement dans la sphère politique, mais surtout sa fixité en ce qui concerne surtout la gouvernance économique. C'est de penser que c'est un homme extrêmement sévère. En réalité, si on devait le juger en tant que tel, il est sévère d'abord vis-à-vis de lui-même. Aujourd'hui, le chef du gouvernement travaille dans un contexte économique rempli de défis exogènes et endogènes, difficilement maîtrisables. Une configuration dans laquelle l'économie continentale, voire mondiale, connaît une tendance baissière, tandis qu'au niveau national, le pays fait face à plusieurs défis liés intensément aux problèmes politiques et sécuritaires. Il a ses principes, il a sa façon de diriger les choses et puis de façon vraiment technique et bien faite. Plusieurs observateurs pensent que très peu de chefs de gouvernement réussiraient à maintenir les indicateurs macroéconomiques au vert dans une atmosphère aussi contraignante. C'est un homme différent, un homme très classique, un homme très rigoureux. Le président de la République Joseph Kabila avait alors opéré un choix qui aujourd'hui s'avère bénéfique pour les pays. Pourtant, lorsqu'il fut désigné formateur du gouvernement, puis confirmé Premier ministre en 2012, l'ancien ministre des Finances Matata Ponyo était perçu dans les salons huppés du pays comme un technocrate politiquement vulnérable. Mais après 4 ans à la primature, Matata Ponyo est remarquablement serein. L'homme à la cravate rouge garde toujours sa sérénité, qui devient de plus en plus légendaire. Le pays a fait preuve d'une remarquable résilience de croissance qui lui a permis de rebondir après la crise financière mondiale de 2008. Le retard de 32 ans sous la dictature, accumulé avant la démocratisation, avec des turbulences politiques et sécuritaires, n'a pas empêché la RDC d'être plus performante que beaucoup de pays africains en termes de résilience et de création de richesses nouvelles. Une économie plutôt meilleure et bien maîtrisée. L'effort est général tourné vers la restauration du pays. Sous Joseph Kabila Kabange, la RDC a réalisé un taux de croissance de 8,2% en 2012 contre une moyenne africaine de 5%. La bonne gouvernance macroéconomique sous le leadership du Premier ministre Matata Ponyo y est aussi pour quelque chose.
On va prendre ce récent sondage publié par l'Institut Les Points sur le bilan général des ministres qui ont marqué les 4 ans du gouvernement Matata ainsi que le mandat de la MONUSCO. 87% de Congolais se prononcent contre le renouvellement du mandat et jugent la MONUSCO d'avoir un agenda caché et ne rien faire pour la protection des civils. Suivez. Entré en fonction en avril 2012, où le gouvernement Matata dans ses 2 versions s'inscrit dans la logique de la révolution de la modernité, tel qu'impulsé par le chef de l'État, Joseph Kabila. Et de manière isolée, Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, avec 72% a dominé les gouvernements Matata 1 pour la bonne organisation du sommet de la francophonie et l'action diplomatique menée pour la fin de la guerre dans l'est du pays. Michel Bongongo, ministre du budget, et 81% est toujours en tête du peloton du gouvernement Matata 2 pour sa réforme budgétaire, son budget citoyen ainsi que le démantèlement d'un réseau dans la paye des fonctionnaires. Notons que Michel Bongongo, Willy Makiashi, Théophile Mbemba et Denis Kambayi font partie des ministres qui ont réalisé des actions à impact visible, mais dont on ne peut dégager une moyenne suite à leur participation dans la seule équipe gouvernementale dite Matata 2. Et dans l'ensemble, Justin Kalumba, ministre de Transport, caracole les 2 versions du gouvernement Matata avec une moyenne de 70%. Il bénéficie notamment des effets positifs dans la lutte contre le bus dit esprit de mort et aussi la relance des transports aériens, maritimes et ferroviaires. Raymond Tshibanda réapparaît encore en 2e position avec 66% grâce à son implication pour obtenir le départ du contingent de la MONUSCO ainsi que la mise en place des nouveaux passeports diplomatiques justifie le choix de Sondé. Avec une moyenne de 61%, Kabangé Numbi, ministre de la Santé, et Willy Makiashi, vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, se partagent la 3e place. La 4e position, 57%, est également un fauteuil pour 2. Fridolin Lekaswechi, ministre des Infrastructures, et Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias. Maker Mwangou, ministre de l'EPS et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, jouit d'une moyenne de 54% grâce à l'immédiateté des résultats des examens d'État. Bahati Lukwebo, ministre de l'Économie, clôture la marche avec 52%. Investissement en RDC comme convenu avec le ministre des Hydrocarbures, les experts des différents ministères dont les finances, l'habitat, les hydrocarbures, du transport et de l'économie étaient en séance de travail ce lundi avec les investisseurs nigérians pour explorer les marchés des affaires concernés. Au finish, un protocole d'accord a été signé entre le ministre Ngoy Mukena pour le compte du gouvernement et les investisseurs. Consolider les discussions sur le partenariat à venir entre la RDC et le Nigeria, c'est le sens de cet accord préliminaire signé entre Ngoy Mukena, ministre des Hydrocarbures, et le sénateur nigérian Victor Egba. Cet accord résulte d'une séance de travail qui aura duré toute une journée. Étude du marché congolais, les opportunités qui s'offrent à eux, le partenariat pour un vol direct RDC-Nigeria, l'investissement en termes de l'immobilier, mais surtout dans le secteur pétrolier gazier, tout est passé sur la table d'études. Mais en quoi consiste cet accord préliminaire? Ce qui est sûr, c'est que très bientôt, l'on assistera à un protocole d'accord entre les 2 pays pour un continent plus compétitif et très engagé pour le bien-être de la population, comme le veut le chef de l'État Joseph Kabila. Pendant ce temps, la société d'exploitation du guichet unique de commerce extérieur a tenu à Kinshasa la 4e
réunion du comité directeur de cette réforme. La ministre de Commerce Nefertiti Goudianza, qui a pris part à cette réunion, a salué le travail accompli jusque-là et a profité de l'occasion pour annoncer la généralisation dans les tout prochains jours du module de prédédouanement à toutes les administrations et à tous les opérateurs de commerce extérieur dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et de l'ex-Katanga. 26 janvier 2016, le gouvernement congolais a adopté les 28 mesures urgentes pour stabiliser et relancer l'économie suite à la chute des cours de matières premières. Décidant notamment de lutter contre la fraude fiscale et douanière dans les secteurs de l'économie, des télécommunications et des transports. L'usage du guichet unique intégral du commerce extérieur, signé le 14 octobre dernier par le Premier ministre Matata Ponyo, a été rendu obligatoire pour tous les opérateurs économiques en RDC et que le non-respect de la mesure entraîne le rejet du dossier par les administrations. Le gouvernement a pris un train de 28 mesures qui doivent aider au fait à la stabilisation de notre cadre macroéconomique. Et l'une des actions qui incombe au fait à notre ministère, c'est celle de voir l'opérationnalisation rapide du guichet unique du commerce extérieur. Il était donc important que je vienne pour essayer d'échanger avec les différents acteurs qui sont impliqués dans la réforme pour essayer de voir comment on peut faire en sorte que nous puissions palper assez rapidement les retombées de cette réforme. Le guichet unique intégral du commerce extérieur et la concrétisation d'un partenariat public-privé avec le gouvernement congolais, un système qui permet de centraliser et traiter les documents et les informations des opérateurs économiques afin de faciliter et simplifier la procédure réglementaire en matière d'import-export, de transbordement et de transit. La plateforme est opérationnelle et les intervenants et administrations publiques concernées sont connectés et formés. Plus de 800 dossiers sont déjà en cours de traitement dans le système. Chaque opérateur est donc appelé à s'inscrire gratuitement auprès des Ségus RDC afin de bénéficier également des formations gratuites qui sont dispensées pour la maîtrise du système. Je vous le disais en titre à l'UNPC, la commission de discipline et d'éthique professionnelle a tranché dans l'affaire qui a opposé un groupe de journalistes contre Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC, l'accusant notamment d'usurpation de pouvoir. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Télé 50, faute d'éléments de preuve, le tribunal de pairs de journalistes a décidé d'acquitter Jean-Marie Kassamba. Une semaine d'examen du dossier aura suffi à la commission d'éthique et déontologie professionnelle de l'UNPC pour décider à la majorité absolue de l'acquittement de Jean-Marie Kassamba, faute des éléments de preuve, dans une affaire qui a tenu en haleine la presse congolaise durant plus de 2 semaines. Jeudi 31 mars, des journalistes réclament le départ de Jean-Marie Kassamba de l'UNPC ville de Kinshasa et dépose une plainte à la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de la structure. Il l'accuse entre autres d'usurpation du pouvoir et de manque de solidarité envers les journalistes. La commission décide alors d'écouter Innocent Olenga, initiateur de la plainte, et Jean-Marie Kassamba. Une confrontation houleuse, mais qui aura permis au tribunal de pairs de voir plus clair sur l'affaire. La commission interdit également aux professionnels des médias de faire l'usage abusif des réseaux sociaux et autres supports et promet de poursuivre l'œuvre de réconciliation des consoeurs et confrères au sein de la corporation. Direction la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba où la population s'est réveillée hier dimanche sous une psychose créée par un groupe de bandits à main armée qui a attaqué la veille une famille au quartier Kanina. Ils ont tué le père de cette famille, son beau-frère et blessé la mère. Très en colère, la population a affronté la police, venue maîtriser la situation, informée. Le chef de l'État a donc dépêché le commissaire général de la police, Charles Bisengimana, et le gouverneur du Lualaba pour trouver une solution à ce problème. Une réunion de sécurité a été tenue pour restaurer le calme. Une fois de plus, la ville de Kolwezi, plus précisément le quartier Kanina, se réveille sous une psychose. Une famille de ce quartier a été visitée ce dimanche matin par des bandits à main armée non encore identifiés et a même causé la mort du père de cette famille, de son beau-frère et sa femme blessée. Informé de la situation, en séjour à Kinshasa, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Mangenzmans,
qu'accompagnait le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Charles Bisengimana, est descendu sous instruction du président de la République, Joseph Kabila Kabange, au Premier ministre d'accorder un jet du gouvernement pour dépêcher cette équipe sur terrain afin de trouver une solution face à cette situation tragique qui a opposé très tôt dans la matinée la population en colère face à la police nationale congolaise venue pour la protéger dans ces échauffourées. Plusieurs blessés ont été enregistrés tant du côté population que de la police nationale congolaise. Après s'être imprégné du dossier, le gouverneur Richard Muyej-Mongenzmons a convoqué une réunion du Conseil de sécurité. Dans tous les prochains jours, les auteurs de troubles de ce quartier seront officiellement connus. Mais rassurez-vous que la justice militaire prend toutes les dispositions pour que les jugements se déroulent dans la formule d'audience foraine à Kanina même et que les coupables, les responsables, les coupables soient sanctionnés avec la dernière élection. Entre-temps, la population est appelée à collaborer avec les forces de l'ordre pour neutraliser ces inciviques qui créent de la désolation dans ce quartier. Et puis l'ambassadeur Claude Nyamugabo a pris ses fonctions à Addis Abeba en Éthiopie où il a été nommé à 3 postes diplomatiques. Il a présenté les lettres de créance à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, puis secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, Carlos Lopez. Enfin, il a présenté des copies figurées des lettres de créance au ministre d'État éthiopien aux Affaires étrangères, Taye Aske Selassie. Pour rappel, Claude Nyamugabo a été nommé au mois de janvier dernier ambassadeur de la RDC en Éthiopie, représentant permanent de Kinshasa à l'Union africaine et à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Ce journal se poursuit avec les échos des partis politiques. Adhésion massive le week-end dernier au sein de la Convention des Congolais unis à travers la Ligue des jeunes. La cérémonie est intervenue samedi 16 avril au rond-point Willery à Kinshasa en présence du secrétaire général de la CCU et du président de la Ligue des jeunes, Thierry Mosenepo. Sous le rythme de la fanfare, chansons et autres cris, brandissant des insignes de la Convention des Congolais unis, ces jeunes disent désormais oui au parti cher à Lambert Mende. Ils sont venus des différents coins de la capitale avec comme point de rencontre rond-point Willery, lieu choisi pour la cérémonie du jour. À travers ces gestes de signature, des fiches d'adhésion et prise d'insignes, ces jeunes hommes et femmes deviennent effectivement membres de la CCU, parti membre de la majorité présidentielle. Et ce, en toute liberté et consentement de chacun. Les autorités de cette formation politique, chère à Lambert Mende, ne pouvaient pas bouder leur plaisir. Nous avons profité de cette occasion pour leur apporter un message, le message de la part de l'autorité morale de la Commission unie, la CCI, des camarades Lambert Mende, pour leur dire pourquoi la CCI soutient le dialogue national. D'abord parce que nous sommes un parti qui défend de grandes valeurs républicaines, au nombre desquelles nous avons l'unité, la paix et le patriotisme. Nous recevons les orientations de l'exécutif du parti, ce qui fait que nous mettons en application les orientations qui nous sont données sur terrain, surtout pour fédérer les jeunes. Et on ne peut pas comprendre qu'il y ait des jeunes qui disent soutenir la Ligue des jeunes sans pour autant adhérer à la Convention des Congolais unis. Pour pouvoir vivre et pouvoir reconforter ceux qui ont pris la décision aujourd'hui de venir pour accompagner cette lutte qui a été initiée par Lambert Mende Omalamba. La Convention des Congolais unis pense ainsi baliser le chemin pour des échéances électorales. Rendons-nous dans la province de la Mongala pour finir, où la commissaire spéciale Marceline Mongiba a tenu un meeting après une mission officielle à Kinshasa. Dans son discours, l'autorité provinciale a appelé les Mongalais à l'unité pour relever les défis du développement. Elle a par ailleurs invité la population à réserver un accueil chaleureux au nouveau gouverneur élu. Après une semaine passée à Kinshasa pour une mission officielle, Marceline Mongiba est rentrée sur ces terres de la Mongala. À Lissala, elle est accueillie chaleureusement par une procession qui a commencé sur l'avenue de l'aérodrome de Lissala jusqu'au lieu du meeting. Arrivée devant le bâtiment du gouvernorat en pleine réhabilitation, c'est des milliers de Mongalais qui attendent de suivre le discours de la commissaire spéciale.
Dans son speech, Marceline Mondjiba appelait à l'unité et à l'amour de tous afin de relever les défis du développement. Elle a profité de l'occasion pour faire la restitution de sa mission de Kinshasa. J'étais en mission officielle pour rendre compte sur l'état de la province, ce que nous avons fait. Et voilà, nous retournons, nous sommes accueillis par la population, nous sommes dans la joie. L'amour que la population continue à me témoigner jusqu'à ce jour, en tout cas, ça reste marqué dans ma vie. Visiblement satisfaite du travail abattu jusque-là, Marceline Mondjiba a dans son message invité la population à réserver un accueil chaleureux au nouveau gouverneur élu et lui recommande de s'inscrire dans la continuité. Il est gouverneur élu, nous l'attendons, nous allons le passer le flambeau. Il va continuer là où nous nous sommes arrêtés, il va continuer à faire mieux et peut-être qu'il fera mieux que nous. La population de la Mongala qui attend l'arrivée du nouveau gouverneur élu s'est réjouie d'avoir eu Marceline Mondjiba comme commissaire spécial. Essentiel de l'actualité de ce lundi dont je vous rappelle les titres. Les députés de la majorité présidentielle ont déposé ce lundi une pétition à la Cour constitutionnelle demandant l'interprétation de l'article 70 de la Constitution qui stipule en son alinéa 2 qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Matata Ponyo totalise ce 18 avril 4 ans à la tête du gouvernement de la RDC investi par l'Assemblée nationale. Le 9 mai 2012, le Premier ministre s'est donné 3 objectifs majeurs dans le cadre d'un programme socio-économique du gouvernement. La poursuite des réformes économiques initiées pour la plupart depuis 2010, la relance économique et la restauration de l'autorité de l'État. Et puis, à l'UNPC, la commission de discipline et d'éthique professionnelle a tranché dans l'affaire qui a opposé un groupe de journalistes contre Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC, l'accusant notamment d'usurpation du pouvoir. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Télé 50, faute d'éléments de preuve, le tribunal de pairs de journalistes a décidé d'acquitter Jean-Marie Kassamba. L'actualité se poursuit avec la revue de presse dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Panoramique des sujets à la une des journaux et du net, revue de presse de Grace Salambo. Bienvenue Grace. Merci Grace Michel. À la une de votre revue de presse, le dialogue. Tout à fait, à ce sujet, Forum des As titre Maman Sidikou, tous au dialogue. Le rédacteur de cet article rapporte qu'en croire le représentant du secrétaire général des Nations Unies, la résolution 2277 du Conseil de sécurité recommande aux Congolais non seulement d'avoir les élections dans le délai constitutionnel, mais aussi de se mettre autour d'une table pour discuter de l'avenir du pays. D'un journal à un autre, le Soft annonce de son côté que Didier Reynders est attendu à Kinshasa. Et aux confrères de s'interroger, est-ce que lorsque le diplomate belge foulera le 28 avril le sol congolais, le dialogue aura-t-il démarré et à quelle étape sera les échanges? Quel message apporte à la classe politique l'homme d'État belge? Sans répondre à cette question, l'avenir signale plutôt que la majorité présidentielle a aligné 12 délégués au comité préparatoire. Ce journal cite Léonard Chéo-Kitundu, le professeur Adolphe Lumanou, Félix Kabangenumbi, Emmanuel Ramazani Chadari, Geneviève Inagossi, Alexis Tambouimamba
Henri Movasakani, André Alain Atundu et Modeste Bahati Lukwebo, l'avenir souligne quand même que tous ces noms sont à prendre au conditionnel, étant donné que le bureau de la facilitation n'a pas encore rendu public les noms des membres devant prendre part au comité préparatoire. Et abordant le même sujet, le site onusien titre « Dialogue, bousculade pour siéger au comité préparatoire ». Okapi en ligne constate que le comité préparatoire suscite déjà un débat au sein de la classe politique alors qu'il n'est pas encore mis en place. Tout le monde veut faire partie de ce comité, mais quel est le profil requis pour faire partie de ce comité préparatoire? La question reste posée, Grace Michel. Elle reste posée en dehors de nos frontières. On apprend que la mission de l'ONU se réinstalle à Tripoli. Du magazine Jeune Afrique, nous apprenons que l'émissaire des Nations Unies pour la Libye a annoncé dimanche le retour de la mission de l'ONU dans le pays qu'elle avait quitté en 2014 en raison des violences. Ce retour intervient avant un vote crucial du Parlement libyen sur le gouvernement d'union nationale. Martin Kobler est arrivé ce lundi à Tobrouk, dans l'est du pays, pour encourager toutes les parties à entériner le gouvernement d'union nationale. Le Parlement libyen, soutenu par l'ONU et la communauté internationale, doit décider à l'occasion un vote crucial d'accorder ou non sa confiance au nouvel exécutif autoproclamé de Faez al-Shazaa, entré en fonction le 12 mars dernier et installé depuis le 5 avril à Tripoli. Le gouvernement d'union nationale tente d'asseoir son autorité dans ce pays divisé et miné par les violences. Et justement, en rapport avec les violences, le site observateur.com note que 5 ans après le début de la révolution libyenne et de l'intervention occidentale qui a conduit à la mort de Muammar Kadhafi, la Libye sombre chaque jour un peu plus dans le chaos. Merci Grace Alambo pour ce tour d'horizon. Merci à vous aussi, Grace Michel. Voilà qui referme complètement ce journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité à l'Espace 50. Ce programme vous a été offert par Orange.